Bien, merci aux braves qui restent jusqu'à la fin. C'est très apprécié. Ah oui. Ah bien, bien sorti. Merci Sylvain. Je pense que j'avais envie qu'on se laisse sur une touche remplie d'amour parce que je suis tombé sur cette citation-là. Ce que nous faisons de plus sérieux sur cette terre, c'est d'aimer. Le reste ne compte guère. Ces choses tellement banales, l'amour, c'est tellement ce que j'ai vu ici durant les 2 dernières journées. J'ai vu tellement de gens se faire des câlins, s'applaudir, se faire des sourires, se féliciter, s'encourager. C'est un méchant congrès qu'on vient de vivre là. Et d'ailleurs, je parle aussi au nom de Sophie Grégoire qui vous salue et qui a adoré sa présence, qui a adoré vous rencontrer, signer des livres avec vous. Puis, je pense que j'ai envie de dire un gros merci au comité organisateur. Ouais. Puis quand je dis merci au comité organisateur, ça implique aussi la belle gang de bénévoles qu'on a eu aussi avec nous, qui font souvent de ce succès quelque chose d'extraordinaire. Alors, merci aux bénévoles qui ont été impliqués. Et Sophie, levez la main ceux qui étaient là hier soir à la présentation du documentaire. On a vécu quelque chose, hein? Là, c'est dol en crime pour ceux qui n'étaient pas là. Mais Sophie, du haut de sa générosité, va pouvoir vous faire parvenir le lien qu'on peut regarder de toute façon sur tout.tv. Gratuit. Tout.tv. Et je suis encore touché. Particulièrement, c'est quelque chose, la scène à la fin, quand Sophie parle avec son papa. Puis d'avoir le papa qui est là, qui l'accompagne du début à la fin. Et je trouve ça tellement touchant de voir notre belle Sophie dans un grand état de gratitude, de vulnérabilité, puis de voir que son père, il a toujours été là pour elle, tu sais. Puis de l'entendre parler, de l'entendre, en fait, de regarder ses yeux qui parlent. Et ça, c'est venu me chercher, évidemment. Puis je m'étais dit, c'est ça le mot de la fin. C'est ça que j'avais envie de vous partager parce que on est riche de nos liens. Et je n'ai pas besoin de faire de sondage. Une très grande majorité de personnes présentes ici, vous travaillez dans le milieu de la santé. Peu importe votre rôle. Vous marinez dans le milieu de la santé. Et dans ce milieu-là, il y a des clients, il y a des patients, il y a des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin d'être regardés avec des yeux bienveillants, des yeux où on ne sent pas du tout le jugement. Et on a besoin d'être écouté. Puis mon père, je vais citer mon père parce qu'il m'a donné tellement de beaux conseils dans ma vie. Entre autres, quand j'ai commencé à faire du bénévolat, quand j'ai commencé à faire de la télé, faire des entrevues, papa m'avait dit, c'est Jean Lapointe en passant pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mon père. Puis Jean Lapointe, il est quand même capable d'être comique, mais il est aussi capable d'être profond. Il m'avait dit, Jean-Marie, tu as 2 oreilles puis tu as une bouche. Écoute 2 fois plus que tu parles. Puis ça, c'est bon pour les gens dans le milieu de la santé. C'est utile d'écouter 2 fois plus qu'on parle. Mais comme il est capable d'être comique, il m'a tout de suite dit après, oublie pas Jean-Marie, une fille qui rit a déjà une fesse dans ton lit. Il avait raison en tabarnouche. T'as raison, papa. Merci pour tous tes conseils. Je ne sais pas si vous connaissez Serge Marquis, qui est un médecin très impliqué avec la Maison des leaders. Il est beaucoup impliqué dans la médecine en entreprise. Puis il avait raconté une anecdote quand il avait été hospitalisé pour un pas pire sérieux problème de santé.
il nous avait dit, si vous saviez ce que j'ai observé. Il y a des gens qui viennent nous voir dans notre chambre, changer nos pansements, déplacer nos oreillers, vérifier que tout se passe bien. Et on sent parfois que on est un numéro. On est le patient numéro 22, puis il leur en reste 40. Puis là, ben, c'est la saucisse. Hein? On répète des gestes, puis on répète, puis on répète. Mais au cœur de cette intervention-là, il y a quand même un patient. Il y a quelqu'un de malade, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Il avait dit, j'oublierai jamais ceux et celles qui habitaient leurs gestes. Ça, là, ça me touche. Et je l'ai vu, ça. Quand papa était en CHSLD, j'ai vu des gens habiter leurs gestes et qui venaient prendre soin de mon père comme si c'était un membre de leur famille. Puis je sais que ça vous parle, ça. Je sais que ça vous parle. Alors, pour ceux et celles qui habitent leurs gestes, merci. Je pense que dans le documentaire, on apprend, celui de Sophie, on apprend qu'il y a 5 piliers pour une bonne santé. Hein? Puis un de ces piliers-là, c'est évidemment la santé relationnelle. C'est d'être en relation, d'avoir des relations de qualité, des relations qui nous enrichissent. Et dans nos relations, et ça j'en ai vu plein ici dans les 2 derniers jours, il y a plein de maîtres. Des petits maîtres, des moyens maîtres, des gens qui nous enseignent tellement de belles choses. Moi, j'ai une vie vraiment chanceuse parce que j'ai rencontré aussi des grands maîtres, des Dalai Lama, des Mathieu Ricard. Je n'ai pas encore rencontré, puis je ne suis pas sûr que ça va se faire tout de suite, mais Mère Teresa. Elle est un petit peu morte, mais quand même, j'aime ses enseignements. Même chose qu'avec Nelson Mandela, le grand Viktor Frankl. Et ces grands maîtres-là me nourrissent encore aujourd'hui, mais ils m'ont fait découvrir qu'il y a plein de petits maîtres. Puis je veux vous en parler. Avec le temps qui me reste, j'aimerais ça vous présenter des gens. Je n'ai pas de photos, vous pourrez les imaginer, mais des gens que je n'aurais jamais rencontrés, ne serait-ce que dans le cadre du bénévolat, dans le cadre d'un certain hasard de la vie, ou tout simplement d'une rencontre dans le cadre d'un travail. Parce que dans notre travail, quand on est dans le milieu de la santé, on rencontre des gens qui sont des sources de savoir, des sources de, comme dit Serge Marquis encore, des sources d'humanitude. Ils sont pleinement humains. Mais sommes-nous présents? Sommes-nous attentifs? Est-ce qu'on est sensible? Et pour ça, je vais vous parler de Johanna. Johanna Comtois, qui est décédée à l'âge de 14 ans d'un cancer, évidemment, malheureusement inopérable. Elle est décédée en 2011. Ça fait 14 ans de ça. Et Johanna, elle a eu toute une vie. En dedans de 14 ans, elle en a vécu des choses. 2 cancers. Déjà, le premier cancer, ça te frappe, puis tu as à peine 10 ans, ça bouleverse toute une famille. Et finalement, bien, la beauté de la vie, la chance, le karma, elle guérit de son cancer, puis elle continue à vivre comme une petite fille de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Mais là, la mauvaise nouvelle arrive, c'est que le cancer est revenu et il est très agressif. Non seulement il est très agressif, mais la médecine ne peut plus rien pour elle. Ils ont pogné un mur et il n'y a plus de traitement pour elle, puis elle n'a pas encore 13 ans. Alors évidemment, c'est toute la famille qui s'effondre. Non seulement la famille s'est effondrée, notre belle Johanna pique du nez, puis pogne un 2 minutes, comme on dit. Tombe dans un peu une dépression. Mais son papa, lui, il trouvait ça vraiment rough. Visiblement, il y avait des fragilités. On parle de la souffrance silencieuse des hommes. Bien, lui, il souffrait silencieusement, tellement qu'il s'est enlevé la vie. Alors, vous imaginez la petite Johanna qui est en train de réaliser qu'elle va mourir. Elle vient de perdre son père. Imaginez la maman, Natacha, qui vient de perdre son conjoint, qui est dans le choc et qui va perdre sa fille. Puis elle a 2 autres garçons à s'occuper, là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est plein d'espoir. Mon histoire est pleine d'espoir. Parce que Johanna, là, c'est le petit Christ de pissenlit qui pousse entre les craques du trottoir. Elle veut vivre. Elle réalise qu'elle ne pourra pas vivre éternellement.
mais elle s'est dit, moi, avant de mourir, là, je veux partir ma fondation. On va l'appeler la Fondation Espoir. Imaginez-vous l'amour, hein? La citation, c'est de l'amour, hein? Ce qui est le plus important dans la vie, c'est l'amour là, qu'on fait. Le reste, c'est secondaire. Mais là, petite Joanna, elle s'est dit, moi, il est trop tard pour moi, mais avant de mourir, je vais créer une fondation. On va investir dans la recherche avec l'argent que je vais récolter. Je sais qu'un jour, on va sauver des jeunes. Elle ne le fait pas pour elle. Elle l'a fait pour les autres, à 14 ans. Es-tu grande? C'est-tu un maître, ça? Alors, elle m'a demandé avant de mourir d'être son vice-président. C'est sûr que je ne dis pas non, hein? Ma mère est présidente, je suis le vice-président de la Fondation et on a sauvé, pas plus tard que l'année passée, des jeunes qui avaient le même cancer qu'elle. Elle a touché des... Ah, merci. Je me permets d'en échapper un parce qu'il n'y a pas de médias, mais cette petite Chris-là, elle avait le don de nous charmer et quand elle demandait de quoi, c'était impossible d'y dire non. Un moment donné, elle me dit, Jean-Marie, j'ai un rêve. Je veux faire un album, puis j'aimerais ça qu'une de mes chansons, je la chante avec Céline Dion. Puis moi, j'ai appris à ne pas péter les rêves des gens. Aussi flyé. Elle a le droit de rêver. Il dit, parfait. Mais ce qu'elle ne sait pas, j'ai dit, ben parfait, ma belle, continue de rêver, je t'encourage, on ne sait jamais. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que mon père, c'est le grand chum de René Angélil. Alors moi, comme une petite souris miquette, j'appelle mon père, puis je dis, papa, j'ai une faveur à te demander. Il faudrait qu'on parle à René Angélil puis Céline, parce que la petite que j'accompagne, qui est en fin de vie, là, que tu as rencontrée, ben, elle veut faire un album avec Céline. Pas juste une tonne, elle veut faire un album avec Céline. Puis là, il dit, ben regarde, moi, je vais te mettre en contact avec René, son bras droit, qui est au club de golf Le Mirage, puis arrange-toi. Parfait. J'appelle René, il est complètement touché par l'histoire de Joanna. Il me donne le numéro personnel de René Angélil que j'appelle et je lui demande, penses-tu que c'est possible de faire une toune en duo avec Joanna et Céline? Bien, René dit, ben écoute, on est à Vegas, ça va être tough. Céline, elle chante juste en anglais, puis à côté jusqu'à 2050, là, tu sais. Mais, on est touché par ton histoire, puis la petite nous touche. Donne-moi son numéro, on l'appelle demain. Comme de fait, René et Céline appellent Joanna à l'hôpital. Joanna répond. « Hey, allô, Joanna, c'est René Angélil. » Elle prend le téléphone, elle raccroche. « Hey! » Ça doit être encore les grandes gueules là, qui me niaisent, là, qui essaient de me niaiser. Mais j'avais averti la mère que c'est vrai que Céline et René allaient l'appeler. Là, René me rappelle, il dit « Hey, elle m'a raccroché la ligne au nez. » Non, rappelle-la, elle sait que ça va être toi. Là. Comme de fait, il rappelle. Et là, Joanna dit « Oui, excuse-moi René. » Puis là, il se parle. Et finalement, René, Céline parlent à Joanna et lui disent que malheureusement, ça ne marchera pas, son projet de chanter. Par contre, il lui dit, t'es rendu à combien dans ta petite fondation? Parce qu'elle, elle voulait ramasser des tonnes de fric, puis elle avait juste 20 000. Elle dit, ben là, je suis à peu près à 20 000, 20 500, tu sais. Elle dit, nous autres, on aime ça, les chefferons. Qu'est-ce que tu dirais qu'on te fasse un chèque pour que ça donne 100 000? Ben c'est ça. On va commencer avec un 100 000. Puis quand ils disent, hein, c'est le premier million qui est tough, bien, le premier 100 000 a été tough, puis après ça, on a ramassé plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc, pour que René et Céline disent oui à Joanna, il fallait qu'elle soit charmante, mais il fallait surtout qu'elle soit habitée. Elle, on disait tantôt, habiter les gestes, elle était habitée par sa cause, et surtout, comment veux-tu dire non à une fille qui s'oublie pour les autres? J'ai, dans le cadre du bénévolat, parce que cette anecdote-là, je vous le dis, je n'ai pas un beau rôle. Par contre, dans la relation d'aide, particulièrement dans le milieu de la santé, on va rencontrer des gens qui, au premier regard, nous rebutent. Des fois, nous mettent mal à l'aise. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment intervenir. Ils savent peser ses bons pitons. Et on n'a pas le choix d'intervenir puis de faire du mieux qu'on peut. Tu sais. Puis moi, bien, dans le milieu du handicap,
avec le défi sportif Altergo où je suis porte-parole, bien, je côtoie tous les types de handicaps. Il y a des handicaps avec lesquels j'ai bien de la facilité. Mon chum Jonathan, qui a une trisomie 21, qui est Monsieur Câlin, il est le fun à aimer en maudit. Il ne me dérange pas, lui. Même quand la bave revole, là, il ne me dérange pas. Les gens qui sont des personnes sourdes, j'ai appris la langue des signes, ils ne me dérangent pas. Je me débrouille. Toutes sortes de handicaps. Mes chums qui jouent au rugby en fauteuil, c'est tous des jeunes, des gars, la plupart des gars qui ont eu un accident de moto, un accident de piscine, ils sont pétés la tête dans le fond de la piscine, dans le pas creux, puis ils sont devenus tétraplégiques. Mais ces gars-là, ils me font triper en tabarouette. J'ai joué au football. Puis quand je peux jouer au rugby en fauteuil, je tripe avec eux autres. Donc ces gars-là, là, ils m'ont fait croire qu'il y avait une vie, même si tu avais un handicap, même si tu perdais l'usage de tes jambes. Ils m'ont fait croire que tu pouvais avoir une vie grâce à ton handicap. Mais moi, le handicap avec lequel j'ai vraiment de la misère, c'est la paralysie cérébrale. Ça, je trouve ça tough. Il y en a un qui s'appelle Daniel, qui se promène avec son fauteuil, petit fauteuil électrique. Et quand il parle, là, ben, je ne sais pas si vous avez un décodeur, mais moi, je ne comprends pas un estifi de mots. C'est comme ça. Il manque des voyelles, des consonnes quand il parle, tu sais. Mais moi, quand il me parle, je ne comprends pas. Je ne comprends jamais. Et je fais, malheureusement, semblant de comprendre. Parce qu'il y a des gens autour de Daniel, ils nous jasent. Eux autres, ils comprennent, ils jasent avec. Mais moi, je les regarde et je dis, comment ça qu'ils comprennent? Je ne comprends pas un maudit mot. Puis ça faisait 2-3 ans que j'étais porte-parole, mais à chaque fois que je voyais Daniel, là, je commençais à vivre une petite crise de panique. Je n'étais pas bien. Je n'étais vraiment pas bien. Alors, j'ai développé des trucs. Je fais semblant de comprendre. Je fais oui. Puis quand ça rit autour, je ris comme un épais, mais c'est pas grave. Ça passe. Ou quand il vient me voir, parce que je reconnais son fauteuil électrique, je reconnais son petit drapeau avec son image du Canadien de Montréal qui fait floc dans les airs, tu sais. Alors, je reconnais que c'est lui. Alors, quand il arrive, avant même que je le voie, je prends mon téléphone cellulaire, je fais semblant de téléphoner quelqu'un, je parle au téléphone, dans le bar, bien évidemment, et je passe à côté de Daniel pour éviter d'être en contact avec. Le nombre de fois que j'ai fait ça, le nombre de fois que quand je le vois arriver dans le corridor, je vire de bord pour fuir mon malaise, pour fuir mon sentiment d'impuissance, sentiment de « c'est qui me fait sentir comme la marche, je me sens pas bien ». Donc, je l'évite. Ça a marché pendant je ne sais pas combien de temps. Mais un moment donné, je suis à côté sur une bande, il y a une game de hockey qui joue, puis on est en fin de journée, il n'y a presque personne au centre Claude Robillard. Là, je vois Daniel qui arrive avec son petit Christy de fauteuil électrique. Il vient se parquer à côté de moi. Puis là, il me parle. Je comprends pas. Là, je le regarde, je fouille dans ma poche, je n'ai pas de mon téléphone, je ne peux pas faire semblant. Je suis dans la marde. Là, je le regarde. Là, j'ose lui demander quoi? J'y demande de répéter. Parce que moi, dans ma tête, il doit dépenser 40 000 calories, lui, avec ses spasmes, puis quand il bouge. Puis là, je ne suis pas pour lui demander de répéter. Finalement, je lui demande de répéter, et il me répète, puis je ne comprends rien. Alors, comme d'habitude, je fais semblant. Good. Puis là, je m'accote sur le comptoir, puis je regarde la game. Je ne regarde pas pendant toute la game. J'essaye d'imaginer qu'il va partir. Mais non, pire que ça, il ne part pas. Il se rapproche de moi, et comme il ne peut pas le faire avec ses doigts, tu sais, quand tu veux l'attention de quelqu'un, puis tu fais « Hey! » Moi, me faire un « Hey » sur le chest, j'aime pas bien ça. Mais lui, il ne peut pas le faire avec ses doigts tout croche. Alors, ce qu'il fait, là, ses pieds sont sur des espèces de palettes de métal. Puis là, avec son petit Christy de bras électrique, il me gosse ses palettes de métal, ses tibias. Ça fait pas mal d'abord. J'ai pas de bumper, moi, sur mes tibias, tu sais. Et là, je commence à venir mauvais. Là, je le regarde, je dis « Quoi? » Et là, il me regarde et il me dit « T'as pas compris, hein, ce que je t'ai dit? T'as fait semblant de comprendre, hein? » Là, il venait de me pogner. Culotte à terre, devant tout le monde. Là, j'ai pas le choix de dire la vérité. J'ai dit « Ouais, t'as raison. Excuse-moi, Daniel, j'ai pas compris. » Et là, il me répond. Et là, j'ai tout compris. Il m'a dit, Jean-Marie, c'est normal que tu ne me comprennes pas. J'ai la paralysie cérébrale.
je suis pogné dans mon corps. Mais demande-moi de me répéter. Ne me dérange pas. 5 fois, 10 fois, 20 fois. Je suis un professionnel de la répète. Je fais ça à longueur de la journée. Mais si tu restes avec moi, puis on a eu le temps de parler juste de 3-4 phrases pendant 10 minutes, dis-toi que tu es peut-être le seul être humain dans ma journée qui va m'avoir donné du temps. Ça m'a fessé. Wow! OK. Ça veut dire que quand je fais semblant, là, je le rejette. Je le fais sentir comme un sous-humain. Il dit, OK, Daniel, je te promets, je ne fais plus jamais semblant. Merci pour la leçon. J'ai pas fini. Il me dit, ton hostie de cellulaire. Je suis bien te le garder dans les poches. Mais en même temps, là, il avait tellement raison. Il avait tout vu, premièrement. Mais, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, quand tu parles avec quelqu'un, il a son cellulaire dans les mains, puis il te parle. Comment tu te sens? Tu sens que si jamais il y a un texto qui rentre ou un appel, ça va être plus important que la conversation qu'il y a avec toi, hein? Ben, c'est ça. C'est important de se débarrasser de notre cellulaire. Là, je le laisse parce que j'ai un timer dessus, là. Sentez-vous pas mal. Alors, moi qui pense que la leçon est finie, Daniel, il me dit, non, elle n'est pas finie. Jean-Marie, tu es notre porte-parole, hein? Ben oui. Ben, sois donc le porte-parole de tout le monde. Agis comme un porte-parole. Ça veut dire que tu n'es pas juste porte-parole de Jonathan qui a la trisomie, de tous les autres handicaps. Tu es porte-parole de ceux avec lesquels tu as de la misère. Tu sais, quand je vous dis en relation d'aide, des fois, il y a des patients qui viennent nous gosser, là. Ils ont besoin d'amour aussi, hein? Même si, dans nos critères, ils ne sont pas toujours aimables. Pas beaucoup de temps, parce que là, tu as besoin de combien de temps pour la fin, là? Il nous reste combien de temps, le grand chef? 2 minutes? Tu as besoin de 2 minutes ou il me reste 2 minutes? Il m'en reste, OK. Mon dernière anecdote. Le bénévolat m'a permis de gagner ma vie avec le handicap, l'itinérance, la pauvreté, les troubles alimentaires, le suicide, prévention du suicide. D'ailleurs, on commence la semaine de prévention du suicide et on est en pleine semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires, 1er au 7 février, et ma gang de chanceux qui avait pris de l'alcool hier, c'est fini pour les prochains 28 jours. Vous êtes à jeun pour le reste du mois de février. Je vous félicite de faire le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe pour une modique somme de 28 $. Vous faites un don. Merci, gang, si vous embarquez. Si vous n'embarquez pas, c'est pas grave. Mais je voulais juste faire ma plug. Alors, je vais vous raconter en terminant une belle petite anecdote des gens en situation d'itinérance. Ça peut déranger. Et des fois, on ne sait pas toujours comment se comporter avec eux ou avec elles. Puis je peux vous dire que, encore une fois, l'anecdote que je vais vous raconter, je n'ai pas un beau rôle. Mais j'ai envie de vous dire, autant avec Daniel, il y a eu un avant et un après, Jean-Marie, mais avec cette anecdote-là, il y a eu un avant et un après. Moi, je m'entraîne au bassin olympique du Parc Jean-Drapeau à Montréal, sur l'île Notre-Dame, où il y a le circuit Gilles-Villeneuve. À tous les jours, je suis là. Puis vu que j'habite Montréal, bien, je prends le pont Jean-Cartier, puis je traverse pour aller chez nous. J'ai 10-15 minutes de char à faire. Puis quand on arrive au bout du pont Jacques-Cartier, pour ceux et celles qui connaissent Montréal, bien, tu arrives au coin de Lorimier puis Ontario. Hein? Vous savez c'est quoi? Levez la main ceux qui connaissent le coin. De Lorimier, Ontario, c'est le festival des gars et des filles qui quittent, au coin de Lorimier, Ontario. Alors moi, je peux vous dire de temps en temps, là, ça me gosse.
Le gars qui quête, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire, je sais pas si je dois lui donner de l'argent ou pas. Ça, c'était avant, là, quand j'étais niaiseux. Là. Mais là, je sais pas quoi faire, mais j'ai des stratégies. Un peu comme avec Daniel, de faire semblant d'avoir un téléphone. Quand j'arrive sur le pont, là, puis j'arrive au bout, là, puis je vois que la lumière est verte, au coin de Lormier, Ontario, je t'écrase ça dans le fond pour être sûr de passer sa verte. Ben, je veux éviter les gars qui sont sur le coin puis qui me quêtent. Puis au contraire, quand c'est rouge, je fais exprès pour ralentir, pour être sûr de timer ma vitesse pour que je franchisse la lumière puis elle vire au vert. Mais des fois, si tu t'es pogné devant un char, en arrière, puis le gars, il arrête, puis là, t'es pogné avec ta lumière. Mais là, on est en plein été. À cette époque-là, j'avais une Smart, le décapotable. Donc, le toit est baissé, les vitres sont descendues. Puis là, il y a un gars qui est à 3 pieds de moi. 3 pieds de moi. Il me regarde. Moi, je le regarde. Puis il me quête rien. Il me dit rien. Mais il me regarde avec un sourire. Il est smooth, il est fin, il a l'air zen. Il a l'air de Jésus. Il ressemble à Jésus. Avec des tatous. Et là, je le regarde, mais en même temps, j'ai chaud parce que je ne sais pas si je dois y parler, je ne sais pas si je dois faire, j'ai pas d'argent à donner, mais bref, je suis comme un peu mal à l'aise, tu sais, puis j'ai rien, là, tu sais. Et finalement, au bout d'un temps interminable, le feu vire au vert, et là, j'écrase ça dans le fond. Mais j'ai une Smart. Ça décolle pas bien, mais pendant que j'essaye de décoller puis de me pousser de ce gars-là, je l'entends me dire « Salut, mon chum, bonne journée ». Mais pas salut un chum, genre, mon hostie, tu m'as pas donné une scène, fuck you, bonne journée. Non. Il était vraiment souriant, puis j'avais senti toute sa gentillesse, sa douceur en me disant, hey man, salut mon chum, bonne journée. Il m'a tellement surpris, j'ai fait le saut. Et là, je pars, puis dans ma tête, j'arrête pas d'entendre, salut mon chum, bonne journée. Puis j'ai dit, wow, c'est qui ce gars-là? Il m'a rien quitté, j'ai rien donné. Puis c'est lui qui a été fin avec moi en plus, puis moi, je faisais tout pour l'ignorer. Je peux-tu vous dire que j'y ai pensé? Puis le lendemain, je peux-tu vous dire que j'avais envie de le regarder, puis d'arrêter? Et c'est ce que j'ai fait. Il était là encore. Je parque mon char au bout du pont, je débarque, puis je m'en viens le voir. Il dit, excuse-moi, hier, là, tu sais pas si on... Tu te souviens de moi, mais on s'est jasé, puis je t'ai rien donné. J'avais rien à me donner, puis j'étais même mal à l'aise, puis c'est toi qui m'as dit « Salut mon chum, bonne journée. T'es donc bien fin. » Il dit « Ben, c'est normal que je sois fin. Ma maison, c'est la rue. T'es dans ma maison, c'est normal que je te salue. » Ben, il est pas con. Ben, veux-tu bien me dire comment ça fait que t'es fin de même? Veux-tu bien me dire comment ça? Ben, j'aime le monde, j'aime la vie, je pars de loin. Commence à me raconter sa vie. Orpheline du Plessis, placé dans des familles d'accueil, placé dans des conditions pas le fun, où il a été abusé, violé, violenté, barouetté d'un bord puis de l'autre. Puis moi, quand il y avait cet âge-là, à cet âge-là, moi, j'étais ticu. Puis je me souviens que mon père, avec toute sa patience, me prenait mes 2 mains, puis il me les mettait sur le piano, puis qu'il m'apprenait à jouer avec lui, du jazz, du boogie, de la musique. Pendant ce temps-là, moi, je pense, qu'est-ce que le beau-père faisait avec ses mains? Qu'est-ce qu'il faisait avec ce petit garçon-là? T'sais? J'ai dit, c'est quoi ton nom? Ben, mon vrai nom, c'est Jacques. Il n'y a pas une esti qui m'appelle Jacques Sette, alors tu peux m'appeler Jaco ou Bandeau. Il y a toujours un bandeau. Ben, écoute, je te remercie. J'ai fait un câlin. Puis pour ceux et celles qui ont lu mon livre, Être face à la rue, je lui rends hommage parce que c'est grâce à lui que la série est née. Parce que lui, il m'a fait regarder l'itinérance autrement. Je vois plus juste un gars qui est dans la rue, qui est tout croche, qui sent pas bon, qui est peut-être en psychose, qui est tout croche. Je vois un être humain. Un être humain qui fait ce qu'il peut. Alors, pour tous ceux et celles qui sont des travailleurs de rue, ouais, des travailleurs de la santé, vous avez peut-être des travailleurs de proximité, mais moi, j'ai envie de vous dire en terminant, ne cessez jamais d'être touché. Un peu comme Mère Teresa qui dit « Ne laisse personne qui vient à toi te quitter sans être meilleur et plus heureux. » Puis la dernière, de Krishnamurti. Il dit, entre 2 options,
choisie la plus généreuse. Mais je sens qu'avec vous, je n'ai même pas besoin de vous le dire parce que c'est ce que vous incarnez et c'est ce que je vois depuis les 2 dernières journées. Merci de la confiance que vous me faites pour que je puisse prendre la parole et d'être un des co-porte-parole avec Sophie. Merci pour ces 2 journées extraordinaires. Sincèrement, j'espère ne jamais m'en remettre. Merci.